C'est le deuxième bloc de notre table des communications. Commotion cette semaine à la Maison-Blanche, je vous dirais, chez les journalistes, dans les organisations de presse également, parce qu'il y a des dizaines de reporters, des douzaines même, qui ont perdu leur accréditation en vertu d'une nouvelle réglementation. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont toujours avec moi. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un changement de réglementation. Si les journalistes ne s'étaient pas présentés 90 jours sur 180, bien, ils perdaient leur carte de presse pour accéder à la Maison-Blanche. Plusieurs ont crié à la censure. Martine, comment vous voyez ça de votre côté? Bien, écoutez, pour moi, ce resserrement, si on veut, rentre parfaitement dans le narratif anti-média de l'administration Trump. Donc, c'est dommage, mais c'est pas vraiment surprenant. C'est une administration qui a du mépris pour la presse et voici un autre exemple de ce mépris. En plus d'avoir annulé les points de presse quotidiens auxquels les journalistes avaient droit là, à la Maison-Blanche. Donc, on restreint vraiment l'accès à l'information. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Ah, mais on la restreint un peu plus, je dirais, parce que quand vous vous souvenez de Jim Acosta, qui est un reporter de CNN, donc, et lui avait accès à la Maison-Blanche, on avait retiré son accréditation parce qu'on n'aimait pas ses questions. On disait, envoyez-en un autre de CNN, là, on va le prendre, mais lui, on ne veut plus l'avoir. Donc, il y avait, au bout de 2 semaines, on lui avait redonné son accréditation, mais on avait dit, maintenant, vous avez droit à une question. C'est tout. Et, donc, et là, on dit, ben, non seulement vous avez droit à une question, mais vous avez droit à une question si on vous tolère à l'intérieur. Parce que, bon. Donc, on resserre les règles. Puis c'est normal qu'il y ait des règles, on va se dire ça. Les questions, c'est toujours remis en question. Ici, à Québec, ici, à Ottawa, on le remet en question. Quand est-ce qu'on peut interpeller des politiciens? On voit souvent à Québec les journalistes accompagner des politiciens dans les corridors. On ne voit plus ça à Ottawa, ça se fait plus. Donc, mais ça s'est déjà fait. Donc, tout ça, ça évolue. Mais là, il y a une limite parce qu'on est dans la question de choc des pouvoirs, du quatrième pouvoir versus le pouvoir exécutif. Et c'est vraiment là qu'on est dans le cœur de ça. Et à la Maison-Blanche, on a une pratique, je dirais, très questionnable à l'égard des journalistes. Et les journalistes n'ont pas vraiment, et les médias n'ont pas beaucoup de pouvoir pour renverser la vapeur. Je rappelle 2 journalistes qui avaient été interdits, vous vous souvenez, à la rencontre avec Kim Jong-un, parce que la Maison-Blanche ne les aimait pas. Donc, il y a une limite à l'arbitraire et c'est difficile de la faire respecter parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. La question qui se pose également, c'est quel impact pour la population en général, quel impact pour la démocratie. Il y a l'éditorialiste du Washington Post qui a écrit tout un éditorial sur ce qui s'est passé cette semaine en disant « Après avoir suivi 4 présidents, j'ai reçu un courriel m'informant que le bureau de presse de Trump avait révoqué mon accréditation à la Maison-Blanche. Les responsables de la Maison-Blanche ont ensuite choisi les journalistes qui auraient droit à ces accréditations. Donc, est-ce qu'on comprend qu'on les choisit selon le style d'article qu'ils peuvent produire? On en est rendu là aux États-Unis, Martine? En fait, il y a 2 choses avec ce tweet. D'abord, c'est un éditorialiste, ce n'est pas un journaliste. Son travail est aussi important, mais je le mentionne parce qu'il demeure quand même 7 journalistes du Washington Post qui ont une accréditation. Le Washington Post, on le sait, par exemple, a un blog qui fait une tabulation des mensonges de Trump. Donc, ce n'est pas le journal chouchou du journaliste. Il l'appelle le Failing Washington Post. Mais ce resserrement encore fait vraiment partie du narratif de Trump. Mais ce que ça veut dire pour la population, ça veut dire moins de sources. Ça veut dire aussi que c'est plus difficile d'exercer le métier de journaliste et il y a un impact à ça. On se souvient, l'année dernière, il y a eu cette tuerie dans un journal à Annapolis. L'utilisation à gauche, à droite du terme fake news, par exemple, ça ajoute à cette animosité qu'il y a entre la presse et non seulement le président, mais avec sa base aussi. C'est pour ça que les journalistes, quand ils vont dans les rallyes de Trump, ça peut être dangereux pour eux. Ils se font crier après, etc. Donc, c'est pas une ambiance idéale pour les journalistes. Il faut être conscient que ces règles-là, quand elles sont mises en place, c'est difficile de revenir en arrière. Même si on changeait la direction de la Maison-Blanche, c'est difficile de retourner en arrière parce que ça fait un peu l'affaire des politiciens quand même d'être un peu moins questionnés. Alors, on ne veut pas être Donald Trump, on ne veut pas être la personne qui prend la décision, mais une fois que la décision est prise, revenir à des règles plus ouvertes pour les journalistes, c'est très difficile. D'ailleurs, à Ottawa, c'est pas revenu encore aussi ouvert que c'était
avant les conservateurs. Ça leur permet de contrôler davantage le message. Oui. Est-ce Oui. que c'est une tendance qu'on observe de plus en plus chez les politiciens? Est-ce que vous voyez ça de votre côté? Oui, en fait, ils contrôlent le message de plus en plus puisqu'ils utilisent leurs propres médias maintenant. Il ne faut pas sous-estimer la force des réseaux sociaux. Hein. Ils ont leur propre message. Quand on met un message sur Instagram ou sur Twitter, on n'a pas une question. On le pose, le message n'est pas dilué, il n'est pas sorti du contexte. On voit cette tendance aussi de mépris pour la presse ailleurs. Je prends l'exemple du président Macron. Un exemple flagrant, c'est qu'il va déménager la salle de presse qui était à l'Élysée, il va la déménager dans une annexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les journalistes, il y a moins d'accès, il y a moins de transparence. Il a donné il y a 2 semaines sa première conférence de presse à des journalistes. C'est-à-dire que... En 2 ans. En 2 ans. C'est-à-dire qu'on l'avait vu en Scrum, on l'avait vu, par exemple, quand il recevait des homologues, il répondait à des questions, mais la traditionnelle conférence de presse avec une centaine de journalistes, vraiment c'est traditionnel, hein, le président Hollande le faisait régulièrement, il a mis presque 2 ans. Il a mis 2 ans, en fait, pour le faire. Donc, on voit que, et c'est quelqu'un qui avait dit de la presse qu'elle ne cherchait plus la vérité. Une fois, il a traité la presse française de narcissique en pleine conférence de presse à New York. Donc, on voit qu'il y a ce combat en France, au Brésil aussi, avec Bolsonaro, par exemple. Mais ici, au Canada, le prochain test, ça va être l'élection. Oui. Le comportement des journalistes par rapport aux politiciens, ou plutôt l'inverse, le comportement des politiciens par rapport aux journalistes, comment les partis préparent une place pour les journalistes. Il y a même un parti, la dernière élection, qui n'avait pas d'autobus pour les journalistes parce qu'ils disaient on n'en a pas besoin. Donc, on va ça nous donne un indice de l'état des relations avec les politiciens. Et les gens, les citoyens qui doivent s'y retrouver aussi à travers ça pour savoir qui dit vrai et qui me donne vraiment l'heure juste sur la situation. Martine Saint-Victor, Louis Aucoin, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye.